Bonjour, on est 5 étudiants de l'ENTPE, Livia, Estelle, Noé, Charlotte et Margot. Et dans le cadre du cours Ville durable, on a préparé avec l'association Moderniser sans exclure un débat ici à l'ENTPE. Donc pour ce débat, on voulait réunir des jeunes de Vaux-en-Velin, donc des étudiants de l'ENTPE, mais aussi d'autres jeunes de d'autres horizons de la ville. Et on voulait faire porter ce débat sur deux thèmes, des thèmes qui sont proposés par le Grand Débat National, donc transition écologique et démocratie et participation citoyenne. Donc on a choisi ces thèmes parce que c'est des thèmes qui nous semblaient importants et dont les jeunes ont pas mal conscience en ce moment. D'abord, une rapide présentation de Moderniser sans exclure en tant qu'association. Notre premier constat, enfin, ou en tout cas notre idée, c'est que la première forme d'exclusion, c'est la parole. On a ensuite constaté que parler, s'exprimer, s'écouter aussi, ça ne va pas de soi. Et on a mis en place et on développe une démarche qui s'appuie sur l'écoute active et qui également filme la parole et permet ainsi de valider et de diffuser ce qui a été dit par les différentes personnes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le fait de filmer, d'avoir une caméra dans le groupe, de passer le micro est aussi structurant du débat. Donc vraiment tout ce que ça vous évoque, tout ce qui vous passe par la tête, n'ayez pas peur même de vous dire que c'est des bêtises ou même si c'est juste des mots, des phrases ou enfin n'importe quoi. Et notez-le de manière assez lisible et après on va vous demander, une fois que vous aurez noté tout ça, de vous déplacer dans la salle. Donc chacun va bouger un petit peu dans l'espace qu'on a là et se balader avec son papier et juste montrer le papier comme ça et s'arrêter devant les idées qui lui plaisent. Pas forcément devant la personne mais où les idées qui lui plaisent pas pour ensuite en débattre. Ça vous va? C'est clair? Un maximum, de travailler en petits groupes et puis on va faire une pause sur les coups de 18h30. Il y en aura qui vont devoir partir à cette heure-là, mais ceux qui pourront continueront. Et puis on essaiera du coup de débattre tous ensemble pour restituer justement les échanges en petits groupes à ce moment-là. Voilà. Est-ce que la transition écologique est un problème de riches? Voilà, donc ça je sais pas quel sous-groupe c'était. Le principe de vie minimaliste, ça rentre dans ce cadre-là, de disons transition écologique pour les pauvres et pas que pour les riches. Après il y a des transitions écologiques pour les riches qui va être l'ingénierie, les panneaux solaires, les richesses, toutes ces choses où il faut avoir beaucoup de capital d'intelligence et c'est pas facile d'y avoir accès. Mais néanmoins, ça revient à chacun de minimiser sa consommation et ça rentre dans l'économie et l'écologie. On n'est pas forcément légitime en tant que pays développé de demander aux pays moins développés de freiner justement ce développement pour rattraper entre guillemets nos erreurs à nous, la surconsommation qu'on a induit en se développant nous-mêmes. À partir du moment où tu te développes d'un point de vue écologique, tu dois renier et refuser plein de trucs et du coup il y a un petit peu cette idée que pour aller dans ce sens-là, tu dois toi-même te dire qu'il y a plein de trucs dont tu n'auras plus le droit de faire. Ce qui est vrai, mais du coup d'un autre côté, on met pas assez l'accent sur tout ce que tu vas pouvoir faire dans l'autre sens et tout ce que ça va t'apporter. Et en ça, c'est un problème de riche parce que du coup, on demande à des gens qui n'ont déjà pas grand-chose de pas vouloir plus, quoi, et de se limiter à ce qu'ils ont, ou se limiter, ou aller autrement. C'est l'image en fait de la transition écologique qui devrait ressortir, que c'est pas faire moins, mais c'est faire autrement, quoi. J'ai vu qu'il y avait par exemple un chercheur qui m'avait beaucoup parlé, qui disait que toutes les solutions qu'on arrive à avoir pour sauvegarder notre patrimoine en fait écologique, c'est aussi de l'économie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir de l'innovation, que ce soit sur le secteur énergétique, sur le secteur de la construction, sur le secteur médical. Il ne faut pas voir ça comme un problème, mais au contraire comme une solution, et une solution pour à peu près tout. Et c'est là justement que j'aimerais bien qu'aujourd'hui dans les pays riches, on se dise c'est à nous de porter ça. La transition, ça appelle à un changement. Et le changement, qui c'est qui en a le plus besoin? Moi je pense que
les pauvres, toujours entre guillemets, ils ont besoin de ce changement, on a besoin de faire attention à eux. La transition écologique, moi ça me fait penser au développement durable, donc qui repose quand même sur un trépied, social, environnement et économie. Et je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses avec cette transition écologique et que ça doit passer également par les pauvres, on va dire ça comme ça. Et c'est un vrai problème de riches, c'est-à-dire que c'est les riches qui polluent des milliers de fois plus que les pauvres. Et du coup, si on voulait vraiment s'attaquer à la pollution sur Terre, il faudrait d'abord s'attaquer au mode de vie des plus riches sur Terre. Et des plus riches, même des ultra-riches. Et d'ailleurs, c'est les ultra-riches qui donnent envie aux moins riches et plus pauvres d'avoir le même mode de vie qu'eux. C'est quelle solution pour déconstruire les préjugés donnés par les influents? Alors je ne sais pas qui sont les influents. Au début, on avait mis les médias, puis après on s'est dit qu'il y avait les politiques aussi, et du coup, on voulait mettre dans le même mot toutes les personnes qui ont un pouvoir, quel qu'il soit. Il faut aller chercher l'information et pas attendre qu'elle vienne à soi. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on fait lorsqu'on prend son téléphone, qu'on regarde le fil d'actualité Facebook. Et je pense qu'il faut vraiment se dire, si j'ai envie de me cultiver sur telle chose, si j'ai envie de me déconstruire le préjugé sur telle chose, je vais chercher sur les médias alternatifs qui sont proposés et qui sont tout à fait viables. C'est toi au final qui reste dans ces limites que peut-être que quelqu'un d'autre a définies pour toi, mais c'est toi qui peux décider de les bouger. J'ai l'impression que tu es en train de me dire que les médias alternatifs ce ne sont pas des influents, que grossièrement il y a la pensée unique globalement et qu'il y aurait des pensées alternatives qui elles seraient légitimes parce qu'elles sont alternatives. Non, le truc c'est qu'en fait il faut se passer des influents, il faut apprendre l'esprit critique et ce qu'il faut c'est arriver à essayer d'extraire du savoir. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent que sur l'information. Il faut arriver à apprendre à extraire le savoir. Je pense notamment à la tendance qu'on a à confirmer les informations qui nous viennent, à ne retenir en tout cas que les articles qui vont dans le petit point de vue qu'on a, qui est parfois très faible sur une question, mais on n'a sans doute pas assez cette tendance à confronter notre opinion à des articles qui ne partagent pas notre point de vue. On se contente de lire ce qui nous conforte. Le fait d'aller vers les autres, de dialoguer et aussi de confronter ses opinions, même si ce n'est pas par rapport à un article, c'est aussi par la parole de certaines personnes engagées qu'on peut déconstruire certains préjugés. Grossièrement, je pense que si on avait un système politique en fait qui était axé sur la création de compromis, pas forcément entre les politiques, mais plutôt à l'échelle de la société civile, entre les différents groupes d'influence, du coup on arrêterait d'avoir... Aujourd'hui les médias, ils fonctionnent par... c'est de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on te dit la dernière petite phrase de tel homme politique. Les médias aujourd'hui sont influencés par le système politique dans lequel on est, et un autre système politique aurait un impact important sur la manière dont on réfléchit. Aujourd'hui, les lobbies sont déjà au pouvoir, mais certains lobbies. À côté de ça, en France, on a 3 chambres. On a le Sénat, l'Assemblée nationale et une dont on n'entend jamais parler, qui est le CESE, qui est donc Comité économique, social et écologique, qui est très intéressant parce qu'en fait, il ne rassemble aucun politicien. Il rassemble uniquement de ce qu'on appelle la société civile. Et à mon avis, ça, c'est un système politique beaucoup, beaucoup plus performant et beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée, sans rentrer dans des institutions aussi complexes que celles qu'on vient d'évoquer, mais simplement à l'échelle du citoyen, comment par exemple le reconcerner ou lui donner du poids, même face aux institutions justement? En ce moment, on voit très bien que les réseaux sociaux ont énormément de pouvoir là-dessus, car c'est à peu près le seul outil qu'utilise la majeure des personnes. En tout cas, c'est un outil qu'on utilise constamment. Par contre, on peut y trouver la zone commentaire à l'intérieur, qui peut parfois être même plus intéressante que l'article en lui-même. Mais j'ai l'impression que ça a fait disparaître le forum qu'il y avait à l'origine sur Internet. Et en revanche, on voit que dans la rue, le forum peut encore exister, comme on le voit pour les Nuits debout, comme on le voit ces dernières semaines aussi, mais il n'arrive que en cas de problème à résoudre. Mais peut-être qu'il existerait des moyens pour réutiliser cet ancien forum numérique et le réintroduire dans les quartiers pour que ce soit les gens qui habitent dans ces lieux-là qui puissent répondre à des questions qui les concernent. Avant même de créer de nouveaux réseaux, de nouveaux moyens de communication, peut-être commencer déjà par investir les réseaux communément utilisés par les plus jeunes pour communiquer et leur permettre de s'informer sur
les échelons les plus basiques finalement, que sont nos élections législatives, entre autres. Après, comme on disait dans notre groupe tout à l'heure, ça vient aussi avec par rapport à l'éducation, comme on a l'éducation civique à l'école, qui commence à collège, je crois, 4e, quelque chose comme ça. Après, je pense qu'on devrait la commencer un peu plus tôt et réformer tout ça en fait, parce que on nous donne l'impression, et ça depuis qu'on est petit, d'être passif, de voir de voir cela, de voir ça, et de rester en fait et de subir, et pas de s'activer, pas de nous dire, même si on est beaucoup, on peut avoir un poids ou on peut faire quelque chose. En fait, on nous donne juste l'impression, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Toi, dans ton truc, tu dois juste voter pour ça, pour ça. En fait, on a l'impression qu'on n'a pas de poids, que même si nous, on parle, il n'y a personne qui va nous écouter. Donc nous, on était pour la réforme de l'éducation civique et plus tôt aussi, qu'on puisse la commencer plus tôt, que ce soit en maternelle ou en primaire, parce qu'au moins, ça nous donne, ça donne une habitude à l'enfant, qu'il le garde après plus tard en tant qu'adulte, de vouloir parler, de débattre justement, aller chercher la formation et pas seulement de se contenter de ce qu'on voit ou de ce qu'on a. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de parler du rôle des politiques et notamment ils sont un peu pris dans un étau. Dans le sens où ils ont d'un côté la population qui manifeste ou qui se rassemble, qui discute de sujets comme on le fait aujourd'hui, mais de l'autre côté aussi les multinationales et les grosses entreprises qui mettent une pression. Aujourd'hui, on peut se demander est-ce que les politiques sont encore légitimes ou aptes à arbitrer ce genre de relations et ce genre même d'influence. La question elle est beaucoup plus vaste, j'ai l'impression, c'est plutôt tout simplement est-ce que les politiques ont tout simplement encore leur place dans la manière de gouverner au niveau mondial, local ou européen, national. Parce qu'actuellement, en fait, on est dans, de mon point de vue, un système capitaliste qui est poussé à l'extrême. On est complètement essoufflé puisqu'il n'y a plus d'alternative. Du coup, actuellement, ma vraie question, c'est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir tout simplement un système économique qui permettrait aux politiques justement de retrouver leur place. Et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse pas mal aux revenus de base et on en a pas mal parlé lors des dernières élections. Et pour moi, ça serait une autre manière d'envisager le système économique et qui serait beaucoup plus apte à faire que beaucoup de monde participe à la vie politique, vu qu'on aurait potentiellement plus de temps pour le faire et parce que plus d'argent aussi pour le faire et du coup en plus ça donnerait plus de sens, d'essayer de redonner du sens au travail, parce que là on est dans un système où on crée de l'emploi pour créer de l'emploi et des fois de l'emploi qui va nuire à la société, qui va du coup coûter de l'argent à la société parce que ça va créer des dépressions parce qu'on se sent inutile ou parce que ça va créer des problèmes de santé parce que ça pollue. Et du coup il y a une question, mais c'est pourquoi on n'arrive pas à réagir alors qu'on a le problème, on a les solutions, et pourquoi on n'arrive pas à réagir? On sait qu'il y a un problème, on sait qu'il faut qu'on réagisse vite parce que plus on attend, plus ça va être le bordel. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on veut aller, on ne sait pas du coup comment on veut y aller parce qu'on ne sait pas vers quoi se tourner. Et on a des briefs d'idées qui peut-être peuvent marcher, mais on ne sait pas jusqu'où on veut aller, donc on n'a pas forcément toutes les cartes en main pour se motiver dans ce sens-là parce qu'on n'est même pas sûr que ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a un mode d'action, un mode de rassemblement que vous imaginez ou que vous avez vu et que vous souhaiteriez voir mis en place pour ensuite aider à prendre des décisions, qu'elles soient ensuite poursuivies par les politiques ou simplement mis en place dans des sociétés plus locales? Ce qui est intéressant dans l'idée de tirage au sort, c'est que finalement, la chance, le hasard, c'est l'égalité pour tous, en fait, d'une certaine manière. Et au final, quand on regarde en politique, il est toujours accompagné finalement par des experts, par un cabinet, etc. Donc il n'a pas vraiment les compétences pour diriger. Il a les compétences par rapport à une école, une élite qu'il a été mis en place, qui lui a donné une sorte d'idéologie pour qu'il reste dans ce système-là. Et après, il a bien sûr des compétences, mais c'est pas pour autant qu'il est apte à aller de tel service à tel service. Par exemple, tu vas avoir un homme politique qui va aller de l'intérieur jusqu'à l'éducation, puis ensuite, donc pour moi, il n'a pas plus de compétences d'aller dans tel ou tel service. Mais pour un homme justement lambda,
l'intérêt est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'aura pas de carrière, donc il n'aura pas d'intérêt justement à mettre ses intérêts personnels en avant. Et à côté, en même temps, il peut être accompagné, il peut être formé. Et moi, je pense que ça peut être intéressant en tout cas de tenter la question. Et du coup, il y a forcément un moment où, avec ce qu'on a là actuellement en termes de personnes qui pourraient être tirées au sort, c'est que s'il y a une formation et des accompagnements, il y aura forcément une prise de parti de ces gens-là pour amener vers la personne qui sont en train d'accompagner vers les idées qu'ils vont forcément vouloir supporter. Et si cette personne-là n'a pas eu avant l'éducation pour prendre du recul sur les informations qu'on lui apportait et se faire sa propre opinion, ça va forcément mener à des dérives. Et ça, pour moi, cette idée d'assemblée sera complètement contre-productive. Juste sur les histoires de tirage au sort et de formation, il y a des modèles qui existent déjà qui s'appellent les... Alors ça a des noms très différents, mais c'est souvent la même chose. Les jurys citoyens, les conférences citoyennes, les assemblées citoyennes, des fois c'est appelé, où là on tire au sort une audience, enfin un jury du coup, et ils vont être formés souvent sur plusieurs semaines, week-ends, ils sont rémunérés pour ça, et ils sont formés justement avec des experts qui vont être, c'est souvent pour qui se prononcent sur une controverse, donc avec des experts qui seront de tout le continuum de cette controverse. Pour synthétiser, on a parlé énormément de la place du citoyen. On a dépeint un tableau un petit peu triste du monde politique et de nos institutions. Est-ce que tout ça, tout ce qu'on a évoqué, ça vous fait vous poser des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez éclaircir? Ou est-ce que ça fait émerger des idées tout simplement? Ou est-ce que vous pensez à des choses? Est-ce que vous pensez que vos idées actuellement sont assez pragmatiques justement par rapport à votre changement de vie quand vous allez être dans la vie active? Que ce soit dans la vie active ou dans la vie étudiante, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations, mais on peut tout le temps se garder une place pour avoir ces préoccupations-là, peu importe. C'est la seule chose, et c'est le truc que j'essaye au fur et à mesure de construire dans ma formation et dans la manière dont je m'engage, c'est que tout ce que je fais, que ce soit à titre personnel ou professionnel, ça soit complètement en accord avec mes valeurs, ou au moins que j'arrive à trouver l'équilibre qui me correspond moi entre le bagage technique que j'ai et les valeurs et les principes que j'ai et que je veux apporter. Et en fait, c'est à chaque personne, je pense, d'arriver à trouver son équilibre, qu'il soit plus important ou moins important. On ne peut pas demander à tout le monde d'être autant impliqué et de faire complètement des choix, tous travailler à WF. Il y a des problèmes sociaux complets au terme de territoire, etc. Donc on voit très bien que les Gilets jaunes. Il y a un immense problème au niveau de la transition écologique et le ministère dont on dépend, c'est la transition écologique et solidaire. Qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer une lettre au ministère en disant on veut que les 100 postes que vous allez nous proposer quand on va finir nos 3 années à l'ENTPE, ça soit des postes qui soient directement, mais complètement liés à tous ces problèmes sociaux et à tous ces problèmes environnementaux. Et en vrai, c'est dommage de ne pas le tenter. C'est chacun qui se conforme à son travail. Pourquoi ne pas faire l'inverse et obliger, d'un certain côté, les entreprises à avoir des principes qui correspondent aux principes de ses employés Après, ça rejoint un truc encore plus global sur la vision qu'on a du travail. Enfin, je sais pas vous, mais moi, on m'a rabâché toute ma vie que c'était la crise, qu'il fallait aller dans une voie où il y a du travail, etc. Et ça paraît impossible de trouver un boulot où on puisse s'épanouir. Alors, un boulot où on puisse trouver ses propres principes, c'est même pas envisageable. C'est peut-être dans l'éducation des gens qui seront ensuite amenés à enseigner, qui a une clé peut-être qui réside. Et en tout cas, il y a un manque de sensibilisation chez les élèves, mais il est aussi lié au manque de sensibilisation chez les professeurs. On s'aperçoit aujourd'hui que, par exemple, l'histoire-géographie, c'est une matière qui a été supprimée en terminale. C'est des matières qui sont un peu délaissées, et notamment au profit des mathématiques, par exemple, ou des sciences, qui sont un petit peu moi je les vois comme ça, mais un peu comme les règles et les piliers structurants du monde occidental qui va vers le profit, vers la quantité, vers le plus. Et au final, toutes les matières un peu qualitatives qui nous font apprécier les choses à leur valeur subjective, donc relative et personnelle à chacun, sont relativement délaissées. Après, je pense que un des points importants qu'on peut rappeler, c'est le dialogue. Et on en a la preuve aujourd'hui. C'est que on a entendu beaucoup de choses. Je sais pas vous, mais moi j'ai appris plein de trucs.
on s'enrichit forcément des idées des autres. Et voilà, donc on ne sait pas forcément quoi faire, mais rien que de dialoguer, de débattre, et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est déjà quelque chose, c'est déjà agir, et je pense que ça commence par là. Voilà. Merci d'être venu en tout cas. Ce débat, ça a été une grande surprise pour moi parce que je pensais qu'en parlant avec des jeunes, on ne serait pas assez au point sur les institutions, sur toute la technique. Et finalement, on a une grande diversité de jeunes qui a permis d'avoir plein d'idées différentes qu'on a pu partager. On a pu trouver de la contradiction. Et j'avais un petit peu cette crainte-là que le débat ne prenne pas. Et au final, on s'est retrouvé avec plein de jeunes vraiment géniaux. Et voilà, c'était une très bonne expérience. Expérience très très intense, je dois l'avouer. Je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi vite finalement et très très satisfaisant, et notamment ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les retours, parce que le fait d'avoir mélangé un petit peu les étudiants de l'ENTPE qu'on pensait qui allaient être en majorité et donc rester un peu dans l'entre-soi, ont vraiment apprécié l'échange, notamment avec les jeunes Vaudais, et je pense que c'est pour moi ce qui retient la qualité en fait de notre intervention. Ça s'est très très bien passé, la parole s'est bien libérée, on a bien brassé les idées, et puis surtout on est très content de la rencontre qui a pu se produire, et je pense qu'on attend tous que les échanges se poursuivent. Très satisfaite aussi de ce débat, notamment sur le fait que ça s'est déroulé de façon assez naturelle. Les gens étaient vraiment enclins au dialogue et sont tous allés les uns vers les autres. Il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties dont on n'avait pas forcément prévu que ça allait se passer comme ça, mais du coup c'était très bien et très enrichissant. J'ai trouvé ça vraiment très instructif de pouvoir prendre les points de vue de personnes hyper différentes et de pouvoir mettre en commun. Je trouve qu'on a bien réussi à synthétiser ce que tout le monde disait et à apporter un peu des solutions. Et je trouve que les solutions étaient très créatives et ça faisait plaisir, et je trouvais ça très optimiste pour la suite. On débutait un cours avec des élèves de 2e année qui s'appelle le cours Ville durable, et on a décidé du coup pour un petit groupe d'étudiants de proposer, s'il y avait des volontaires, leur dire vous ne serez pas évalués comme les autres, il y a cette opportunité d'organiser un débat avec MSE, est-ce que ça vous dit, et du coup en 10 jours c'est ça s'est passé en 10 jours, parce que la période du grand débat se terminait le 15 mars. J'ai trouvé ça très bien, la manière dont les étudiants, de manière hyper mature, se sont saisis de la question, de l'animation, ça donne envie d'ouvrir encore plus l'école et plus largement l'université sur la société. Je trouve qu'il y a un côté assez effrayant à pouvoir, à savoir qu'on pense tous au même sujet, à avoir tous des réponses à donner et à ne pas voir forcément d'évolution qui va dans ce sens-là. Mais c'est toujours intéressant d'au moins essayer d'en parler pour voir ce qui peut peut-être un jour arriver. Il y a des idées qu'on entend beaucoup, mais en tout cas le fait de pouvoir resynthétiser ça, de se sentir pas seul quand on pense comme ça fait du bien aussi. J'ai retrouvé pas mal de choses de ma manière de penser, et des aussi convictions personnelles que je peux avoir dans ces autres personnes, alors que on vient d'horizons totalement différents, je ne les connaissais pas avant cette rencontre. Dans la globalité, c'était vraiment très intéressant. Après, comme j'avais dit, il y avait, vu que je suis qu'en terminale, il y a des termes très techniques et je comprenais pas vraiment tout. Mais sinon, ça m'a appris plein de choses, et c'est vrai que sûrement je vais en refaire. J'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout de la manière dont ça a été organisé par petits groupes qui échangent au début et ensuite encore en petits groupes assis. Et pour le coup, ça a permis vraiment de développer certains points entre nous et également de se mélanger, parce que c'est ce que je disais, même si moi ça fait 1 an et demi que je suis à l'ENTPE, je n'avais pas eu l'occasion d'échanger avec des personnes ou des lycéens, lycéennes de Vaux-en-Velin, et j'ai appris vraiment plein de choses à ce moment-là. J'ai trouvé ça aussi hyper intéressant, le fait que chaque petit groupe ressorte une question et qu'on partage après, parce que ça permet de voir, de réfléchir sur des points qu'on n'avait pas pensé en petit groupe avant.
Et d'où l'intérêt du débat à la fin avec tout le monde. Je dirais qu'on voit bien l'importance à travers ce débat, ce petit débat, que le dialogue est super important. Personnellement, j'étais un peu réticent par une certaine timidité. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer comme ça. Et personnellement, je souhaite m'investir un peu plus. Et donc, pour finir, à refaire.